Ça me fait très plaisir de voir une salle remplie aujourd'hui et aussi du monde partout. Donc, merci beaucoup d'être venu, de braver le froid de la salle dans un contexte vivifiant. C'est ça. Donc, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Paillet. Je travaille pour Mitac. Je suis conseillère au développement des affaires. Jérôme est toujours là. Et Mitac, on me pose souvent la question, en fait. Donc, c'est une nouvelle création de poste qui est arrivée il y a 6 mois. À l'Université de Sherbrooke. Je suis également affiliée à l'Université de Bishop. Donc, si jamais vous avez des projets avec Bishop, c'est également avec moi que vous allez passer. Donc, pourquoi est-ce que des fois, vous voyez nous passer le nom Jérôme ou moi? En fait, on s'est tout simplement partagé les facultés et les centres. Et donc, justement, pour le centre de recherche sur les licences, c'est moi qui vais être votre point de contact pour vos projets. Est-ce que tout va bien du côté de Teams? Je pense que oui. Oui, parfait. Bon, on va pouvoir commencer. Si jamais il y en a qui ne connaissent pas Mitac, je vais faire quelques mots de rappel sur ce qu'est notre organisation. Donc, Mitac, c'est un organisme subventionnaire canadien. Donc, c'est une OBNL, un organisme à but non lucratif, qui a pour mission de favoriser, excusez-moi, ça va partir, qui a pour mission de favoriser donc l'innovation au Canada. Et donc, les projets qu'on finance passent systématiquement par de la collaboration. Donc, on va favoriser, la collaboration entre le milieu académique et le milieu non académique. Et donc, toutes les collaborations qu'on finance, tous les programmes de financement qu'on finance passent systématiquement par des stages étudiants. Donc, on va avoir ce qu'on appelle la collaboration tripartite. Donc, c'est vraiment le minimum des programmes et des projets qu'on finance vont systématiquement faire intervenir un partenaire en dehors de votre institution, un superviseur académique et un stagiaire. Donc, quelques mots maintenant sur notre entreprise. Donc, Mitac, ça fait quand même 25 ans qu'elle existe dans le paysage canadien. Durant les 10 dernières années, il y a eu plus de 850 millions de dollars qui ont été investis pour financer plus de 50 000 projets. Actuellement, on travaille avec un budget d'environ 1 milliard de dollars pour les 5 prochaines années. Donc, j'ai parlé de collaboration, qui est vraiment l'essence même de ce que vous faites Mitac. Donc, au cours de ces 25 dernières années, Mitac a entraîné la collaboration avec plus de 11 000 organismes partenaires. Donc, je vais parler d'organismes partenaires et pas spécialement de compagnies, parce que les compagnies privées ne sont pas les seuls organismes avec lesquels vous pouvez collaborer. Donc, vous pouvez aussi collaborer avec des OBNL, donc des organismes à but non lucratif, mais aussi des hôpitaux et des municipalités qui sont éligibles justement pour vos partenariats. Donc, on est présent dans plus de 191 partenaires postsecondaires. Ça ne concerne pas que les universités, ça concerne également les écoles polytechniques, les collèges et les cégeps. Donc, si jamais de temps en temps, vous recevez des étudiants justement du niveau cégep, c'est des programmes qui peuvent être financés par Mitac. Donc, Mitac, c'est plus de 400 employés au Canada. Et donc, il y a une centaine de conseillers et conseillères qui sont répartis dans toutes les institutions canadiennes, comme moi. Et donc, environ 30% des projets, justement, proviennent du Québec. C'est pour ça qu'on est une bonne trentaine de conseillers qui sont répartis sur l'ensemble du Québec. Donc, j'aime bien présenter en général cette petite carte quand j'introduis ce qu'on fait à Mitac, parce que ça démontre vraiment justement les collaborations qu'on met en place. Là, les traits, justement, vous pouvez voir sur la carte, ça représente environ 28 000 connexions qui sont actives. Donc, vraiment, Mitac est là pour favoriser les collaborations et ça fonctionne bien. Donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce qu'est Mitac, je vais parler vraiment de l'ensemble des programmes qu'on présente. Donc, comme je sais qu'il y a plusieurs étudiants aussi qui sont là, je vais présenter des programmes qui sont aussi axés, par exemple, sur l'entrepreneuriat étudiant, des offres qui concernent plus aussi les demandes de fonds au niveau des professeurs. Donc, ça va vraiment faire un tour complet de tous les programmes auxquels vous pouvez avoir accès. Peut-être qu'on débordera un peu sur les 20 minutes, on sera plus sur 25, mais c'est sûr qu'on sera dans le temps de l'heure. Donc, au niveau des programmes qu'on finance, j'ai parlé de collaboration et donc on a 3 volets principaux qui interviennent dans les programmes. Tout d'abord, le volet recherche. Donc, quand on fait parler de la recherche, donc ici au CDRV, vous êtes déjà très familier avec ce que c'est de la recherche, bien évidemment, mais là, on va parler des projets qui font intervenir de la création de connaissances. Donc, ça va passer par les programmes accélération et élévation. Donc, c'est ouvert aux collaborations nationales et internationales. Par contre, il faut systématiquement qu'il y ait au moins un partenaire canadien qui intervienne dans le projet. Mais vous pouvez aussi interagir avec
des partenaires académiques internationaux et des entreprises internationales. Donc, c'est ouvert à tous les secteurs. Ça, je ne l'ai pas encore précisé, mais je vais le dire beaucoup pendant la présentation. Il n'y a vraiment pas de limite au niveau des projets d'innovation ou de recherche que vous pouvez avoir. Donc, bien évidemment, ça peut concerner le vieillissement, mais ça peut concerner l'innovation sociale. Ça peut être justement des projets en IA. C'est extrêmement divers et varié. Dès que c'est de la recherche, Mitax peut le financer. Ensuite, on va avoir le volet qu'on appelle le volet développement. Donc, ça va passer par le programme de stage de stratégie en entreprise. Contrairement au programme accélération et élévation, stage de stratégie en entreprise, c'est vraiment ici pour faire intervenir du transfert de connaissances du milieu académique vers l'entreprise. Donc, si jamais vous avez une expertise qui peut intéresser justement vos collaborateurs, un protocole que vous souhaitez mettre en place au niveau de l'entreprise, ça peut passer par ce programme-ci. Ça va tout être au niveau, à peu près le même fonctionnement entre accélération ou stage de stratégie entreprise. C'est vraiment la nature même du projet qui va déterminer si c'est un programme ou l'autre. Le financement reste le même. Par contre, dans le cadre de ce programme, c'est vraiment uniquement des collaborations nationales qui interviennent. Enfin, et je vais insister dessus en fin de présentation, on a le programme GlobalLink. Donc, le programme GlobalLink, on a 2 programmes qui permettent donc de financer la mobilité étudiante internationale. Donc, ça va dans un sens comme dans l'autre, des étudiants donc, canadiens qui veulent partir faire une collaboration à l'étranger et des étudiants étrangers qui veulent faire justement un stage au Canada. Donc ça, justement, le cadre GlobalLink, contrairement aux 2 autres volets, ça finance les collaborations académiques. Donc, j'insiste beaucoup dessus parce qu'en souvent, c'est le programme qui est un petit peu moins connu, justement, des professeurs ou des laboratoires. On pense souvent que Mitax, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir avoir un financement, d'avoir une collaboration non académique, mais via GlobalLink, justement, vous avez la possibilité de financer des collaborations et d'envoyer vos étudiants chez vos collaborateurs internationaux. Donc, le premier programme que je vais vous présenter, c'est Accélération. C'est vraiment celui sur lequel je vais passer plus de temps parce que vraiment, tout le fonctionnement des autres programmes découle beaucoup du fonctionnement d'Accélération. Donc, Accélération, comme je disais, c'est pour financer donc la recherche collaborative et donc tout ce qui est projet qui font intervenir de la création de connaissances. C'est clairement 70% de nos activités, ça passe par du Accélération. Donc, comment ça fonctionne? Donc, je le disais, les collaborations vont être justement entre les chercheurs, entre les étudiants et vos partenaires, donc que ce soit des entreprises, des OBNL, des hôpitaux ou des municipalités. C'est ouvert à tous les niveaux d'étudiants, que ce soit du niveau collégial ou post-doctorat. Si vous êtes un étudiant au bac, maîtrise, doctorat, c'est vraiment ouvert à tous les niveaux. Et depuis récemment, c'est aussi ouvert au niveau récent gradué. Donc ça peut être intéressant justement si vous avez des étudiants qui veulent rester une session pour faire un projet en tant qu'assistant de recherche, ou dans le cadre des étudiants aussi qui font de l'entrepreneuriat, qui veulent justement se financer le développement de leur entreprise. Ça peut être très intéressant de passer par ce statut récent gradué. Donc j'ai dit, et je le répéterai encore, c'est vraiment pour tous les secteurs, toutes les thématiques de recherche, et c'est aussi pour les petits et les plus grands projets. Donc, les programmes et les stages qu'on finance chez Mitax, ce n'est pas uniquement 1 ou 2 unités. On peut voir vraiment des fois des projets de 50 unités à plusieurs centaines de milliers de dollars qui sont financés via notre institution. Donc, je disais, ce n'est pas ouvert partout au Canada et je vais revenir dessus sur le système de financement. Donc, comme c'est une collaboration, les projets accélération ou les projets élévation font toujours intervenir aussi un investissement du côté du partenaire. Il sera à hauteur de 50%, et Mitax, notre organisation, finance les autres 50% du projet. Donc, ce qui est vraiment très avantageux, que ce soit pour les étudiants ou pour les professeurs, c'est que contrairement aux autres subventions que vous pouvez retrouver justement au niveau fédéral ou provincial, il n'y a vraiment pas de date limite à laquelle vous devez déposer vos projets. C'est ouvert en tout temps, sur toute l'année. Bien évidemment, il faut anticiper un peu, comme tout projet, il va y avoir un temps de rédaction qui va intervenir. Mais vraiment, vous pouvez le mettre vous pouvez le déposer en fait à n'importe quel moment de l'année. Les décisions scientifiques, bien évidemment, ça passe par une étape de révision scientifique, comme n'importe quelle autre demande de financement, sont communiquées après 8 à 10 semaines. Donc, ça reste quand même relativement rapide par rapport à d'autres organismes comme le CRSNG ou les FRQ. Et enfin, quelque chose qui va vous intéresser particulièrement, je pense, c'est qu'on a quand même un taux de réussite qui est de plus de 95%. Donc, ça peut paraître énorme, mais en fait, ça s'explique très simplement. C'est que moi, justement, en tant que conseillère affiliée au CDRV, je suis vraiment là
pour vous accompagner tout au long de votre projet. Que ce soit au moment de la discussion avec votre partenaire pour la mise en place de votre projet, au moment de la rédaction, on peut faire autant d'allers-retours que nécessaire déjà donc avec moi pour corriger vos applications. Une fois que c'est déposé, que c'est révisé scientifiquement, il peut y avoir, comme n'importe quelle demande, des demandes de révision qui sont demandées. Mais justement, il n'y a absolument rien qui ne vous empêche de faire les révisions dans la foulée et de le redéposer. Donc vraiment, il suffit de répondre aux révisions des reviewers, de le redéposer. Et en général, donc il n'y a pas de souci pour que ce soit accepté. Je dirais vraiment que dans le cas des programmes accélération, à partir du moment où vous avez établi votre partenariat, que vous avez commencé les discussions avec votre partenaire, 80% du travail est fait. Donc maintenant, en pratique, un stage accélération, ça ressemble à quoi? Donc nous, on va parler de modules ou d'unités de stage. Donc ces modules ou ces unités de stage qu'on finance, c'est pour une durée de 4 à 6 mois, pour une unité, qui sont financées de 10 à 15 000 $. Donc ça dépend de vos besoins et ça dépend de la discussion et du financement de vos partenaires. Quelle est la différence entre ces deux méthodes de financement? Pour toute unité de stage, Mitacs impose que l'allocation, donc la bourse de l'étudiant, soit d'un minimum de 10 000 $ pour le temps du programme. Donc ça va vraiment être son allocation qu'il va recevoir pour faire le projet. Si vous choisissez l'unité à 15 000 $, on va toujours avoir 10 000 $ qui doivent vous revenir à l'étudiant. Par contre, cette fois-ci, vous avez 5 000 $ qui vont vous servir justement pour les fonds de recherche. Donc globalement, tout ce qui est éligible en fonds de recherche CRSNG est également éligible par Mitacs. Donc envoyer les étudiants en conférence, prêt de publication scientifique, ça peut être également financer d'autres stagiaires, par exemple, qui pourraient venir en dehors du cadre Mitacs. Ça peut servir également à payer les assistants de recherche, payer des frais de plateforme, c'est vraiment divers et varié sur ce qui est possible de faire. Et on voit souvent la demande dans le cadre d'étudiants postdoctoraux, par exemple, ça peut aussi servir à compléter le salaire d'étudiant. Donc, par rapport à ces 10 ou 15 000 $, pour chaque unité, Mitacs va financer 50%, donc 5 ou 7 500, et le partenaire va financer l'autre moitié, 5 ou 7 500. Au niveau des personnes qui sont impliquées dans le programme, c'est au moins une personne chez le partenaire non académique, un superviseur académique et un étudiant. C'est toujours un seul étudiant par unité de stage. Par contre, il peut y avoir plusieurs superviseurs académiques s'il y a des directions. Si vous avez besoin d'expertise de vos collègues, vous pouvez les faire intervenir sur le projet. Et il peut y avoir également plusieurs partenaires non académiques. Il n'y a vraiment pas de limite de ce côté-ci, même pour une unité. C'est vraiment pas rare, dans le cas de projets, par exemple, avec des OBNL ou avec des hôpitaux, là où les fonds sont un petit peu moins disponibles, on fasse intervenir même 2 ou 3 partenaires qui vont se partager la facture des 5 ou 7 500. C'est vraiment possible. C'est aussi possible que dans le lot, il y ait des partenaires qui donnent 0, mais qui, par exemple, vont fournir des ressources, accès, par exemple, à une cohorte de patients, ce genre de choses, et que ce soit un autre partenaire qui a un intérêt dans le projet, qui lui finance l'entièreté du projet. On est vraiment extrêmement flexible. Tout ça, c'est possible. Donc, par l'intermédiaire de cette flexibilité-là, je vous ai présenté comment fonctionnait une unité de stage, mais quand on parle de projet dans sa globalité, il peut y avoir autant d'unités de stage que vous voulez. Donc, si jamais vous avez un partenaire qui vous dit « j'ai un projet, ça va durer 1 an », vous pouvez mettre 2 ou 3 unités de stage avec un ou plusieurs étudiants. Toujours un étudiant par unité, mais il peut y avoir plusieurs unités avec différents étudiants. Vous pouvez aller chercher comme ça, justement, plusieurs expertises pour des projets multidisciplinaires. Mitacs, ça ne finance pas que des stages. On parle de stage parce que c'est l'unité même qu'on va utiliser pour notre discussion, mais vous pouvez financer des maîtrises, des doctorats ou des post-doctorats au complet par l'intermédiaire de Mitacs, si vos partenaires, justement, sont prêts à vous suivre dans ce projet-ci. Donc, comme je le disais, vous pouvez mettre plusieurs superviseurs et vous pouvez mettre aussi des superviseurs étrangers ou des partenaires étrangers. Par contre, justement, si jamais il y en a certains d'entre vous qui étaient familiers avec avec le programme Accélération internationale, malheureusement, ça disparaît cet automne. Donc, Accélération internationale, en fait, ça permettrait de ne pas avoir spécialement un partenaire canadien qui intervient dans le projet, mais ça va disparaître. Donc, vous pouvez toujours avoir des partenariats internationaux. Par contre, il faut systématiquement un partenaire non académique canadien qui intervient dans le projet.
Donc, ensuite, pour les étudiants et pour vous en tant que professeur, quand vous allez prévoir vos projets, donc, comme je vous l'ai dit, il y a une unité vraiment infinie de modules de stage que vous pouvez mettre pour vos projets. On a juste une limite, c'est le nombre d'unités de stage par niveau d'études des étudiants qu'on autorise. Parce que le but de Mitax, c'est de favoriser les collaborations, favoriser l'innovation, permettre aux étudiants d'avoir justement des expériences dans le milieu non académique, mais ce n'est pas non plus de rallonger leur temps de graduation. Donc, au niveau du baccalauréat, c'est limité à 3 modules de stage pour les étudiants, maîtrise 6 modules pour 2 ans, doctorat 12 modules pour 4 ans et au postdoctorat 9 modules pour 3 ans. Si vous avez déjà fait au baccalauréat en tant qu'étudiant 2 modules, vous avez encore droit à 6 modules pour la maîtrise et encore droit à 12 modules pour le doctorat, etc. Donc, comme je disais, on essaye de favoriser les collaborations. Donc, c'est vraiment très important que vos partenaires ne soient pas juste subventionnaires de votre projet. Nous, vraiment, ce qu'on attend de vos collaborations et de vos projets, c'est qu'il y ait une interaction entre le stagiaire et les organismes partenaires. On a conscience tout à fait que si vous avez des collaborations qui sont à l'autre bout du Canada et que c'est essentiellement des collaborations qui passent par le lien informatique, que ça peut et ça doit passer par... Donc, les interactions virtuelles sont autorisées par Mitax. Par contre, il faut vraiment prévoir dans votre projet des moments où il va y avoir justement des réunions, des échanges qui sont prévus entre le stagiaire et l'organisme partenaire. Donc nous, ce qu'on demande, c'est environ 25% du temps pour chacun des organismes, parce qu'au-delà de ça, il faut aussi qu'il y ait au moins une interaction toujours entre le superviseur et l'étudiant. L'étudiant peut passer et partir 100% de son temps faire son stage, donc par exemple de 6 mois dans l'entreprise. Par contre, c'est important qu'il y ait toujours une supervision, même si elle est relativement minime et que c'est juste des lab meetings qui sont autorisés entre l'étudiant et son superviseur. Donc, pour les 3 prochaines qui vont arriver, là, je vais plutôt m'adresser aux professeurs. C'est qu'on a également, au niveau de Mitax, c'est des fois moins connu, des offres de financement conjointes avec d'autres organismes subventionnaires. Ça peut être très intéressant pour vous quand vous avez justement des gros projets qui se montent avec des partenaires. Parce qu'on a, par exemple, si votre thématique est éligible au CRSLG, l'offre Alliance Accélération. Donc, ça vous permet en fait de faire une demande de subvention CRSNG Alliance en faisant une demande de subvention Mitax. Donc déjà, ça vous fait un gain de temps puisque vous faites tout simplement 2 demandes en une. Les 2 demandes sont réalisées par le CRSNG. Comme pour tous les programmes accélération, c'est ouvert à tous les niveaux d'étudiants. Ce qui est très intéressant avec ce programme-là conjoint, c'est que si on prend un exemple de 30 000 $ de votre investissement de départ du partenaire, le CRSNG, avec cette offre-ci, va venir doubler en fait l'investissement de départ du partenaire. Donc, Mitax, toujours, rajoute le 50% du partenaire qui est ajouté. Donc, s'il y a 30 000 qui sont investis par vos partenaires, 30 000 vont être investis par Mitax et le double par le CRSNG. Donc, pour seulement 30 000 $ d'investissement de vos partenaires, vous pouvez avoir un financement de 120 000 $ pour vos projets. Donc, bien évidemment, il y a quand même un côté avantageux à rajouter le CRSNG dans ce financement-ci, puisque ça peut financer les assistants de recherche, ça peut financer les équipements, etc. Donc, on a également une offre de financement conjointe avec le CRSH. Pareil, si votre thématique, bien évidemment, est éligible au CRSH. C'est un petit peu différent, mais on va retrouver quand même le même principe où vous allez faire 2 demandes en une. Par contre, dans ce cas-ci, ça s'adresse vraiment aux demandes qui ont déjà été acceptées par le CRSH. Et donc, après, vous pouvez rajouter justement la bonification Mitax. Donc, dans ce cas-là, c'est dans le cadre du programme Subvention Développement Partenariat du CRSH. Ce qui est intéressant dans ce programme-là, c'est que l'investissement en nature du partenaire va être comptabilisé dans la part CRSH. Si vous avez un 20 000 $ d'investissement en dollars de votre partenaire et un 10 000 $ d'investissement en nature de votre partenaire, le CRSH va venir doubler ce montant à 30 000 $. Par contre, en ce qui concerne la subvention Mitax, on peut venir justement compléter que l'investissement financier de vos partenaires dans le cadre de ce programme-là. Donc, on a quand même un programme avantageux, puisqu'avec 20 000 $ d'investissement de départ de vos partenaires, avec l'ajout de Mitax et du CRSH, vous pouvez financer un projet à 80 000 $. Et enfin, je termine là-dessus parce que j'ai quand même vu passer des thématiques au niveau du CDRV qui étaient quand même en lien avec les thématiques de recherche du FRQSC. C'est qu'une fois par an, c'est une offre limitée, mais quand même, on va dire les 6 premiers mois de l'année fiscale, c'est très facile de bénéficier de cette offre-ci. En fait,
la FRQSC va venir prendre en charge la moitié de l'investissement du partenaire dans le cadre de cette offre. C'est extrêmement simple puisque là, il n'y a pas d'application conjointe spécifique à faire. C'est vraiment juste, on coche une case en disant que ça rentre dans la thématique de l'offre FRQSC. Et donc, dans le cadre de vos partenariats, par exemple, avec des organismes qui auraient moins de financement, c'est vraiment avantageux parce que pour une unité, justement, au lieu de débourser 7 500, le partenaire n'a qu'à débourser 3 750. Des fois, ça suffit à faire débloquer des projets qui ne pourraient pas se faire pour des manques de fonds. Donc, dans ce cas-là, justement, le FRQSC va venir compléter à hauteur de 3 750 et une taxe la moitié. C'est uniquement pour une unité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un plus gros projet à côté, mais des fois, ça permet de débloquer la possibilité de faire une deuxième unité avec le partenaire. Par contre, il y a quelques restrictions qui sont apportées par le FRQSC, c'est que ça ne concerne que les étudiants aux maîtrises de doctorat et l'allocation minimale pour ces étudiants imposée par le FRQSC de 13 000 $ par unité. Donc, il vous reste aussi 2 000 $ pour financer le projet. Donc, voici ce qui termine un peu le détail des offres conjointes qui pourraient vous intéresser. Maintenant, je vais m'adresser plutôt aux étudiants entrepreneurs s'il y en a dans la salle. Donc, on a un volet accélération qui s'appelle accélération entrepreneur. C'est vraiment très intéressant parce que ça permet à tous les étudiants qui sont en train de monter leur entreprise de pouvoir se dégager du temps pour faire un stage dans leur propre entreprise. Donc, j'ai parlé en début de présentation de la fameuse collaboration tripartite, un partenaire, un superviseur, un étudiant. Là, dans ce cas-là, justement, l'étudiant va avoir la double casquette partenaire, étudiant. Ça impose toujours, par contre, qu'il y ait un superviseur académique, mais ça vous permet de dégager 4 ou 6 mois, parfois plus, pour travailler justement sur votre projet de recherche. C'est déjà arrivé, c'est même pas rare du tout de voir également des superviseurs et des étudiants qui montent une maîtrise ou un doctorat au complet, financé avec Accélération Entrepreneur pour monter ensemble justement le projet de la start-up. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, le côté financement, comme l'étudiant a la double casquette partenaire étudiant, provient de la start-up de l'étudiant. Donc c'est 5 000 ou 7 500 qui doivent être apportés par la start-up dans un premier temps pour pouvoir démarrer le projet. C'est sûr que ça peut faire un petit peu peur au début quand on débute, il n'y a pas beaucoup de financement, on a peut-être gagné quelques prix, etc. Mais j'aime bien montrer ce petit tableau qui est quand même rassurant parce que dites-vous que sur l'investissement des 5 000 ou 7 500 de départ, il y aura toujours l'autre moitié de taxe qui intervient toujours. Donc, si on parle en revenus cumulés, vous allez être en fait à 0 pour cette première unité. Donc, en gros, oui, ça vous demande un investissement que vous allez récupérer, mais au moins, vous débloquez du temps pour travailler sur ce projet-ci. Vous touchez aussi une allocation. Par contre, pour des projets d'entrepreneuriat qui peuvent être un petit peu plus longs. Ça va devenir vraiment intéressant pour la start-up quand vous allez cumuler 2, 3, 4 unités de stage, puisque vous allez pouvoir réinvestir justement les fameux 7 500 qui ont été redonnés à une taxe, etc., etc., ce qui va vous faire un revenu cumulé positif de financement que vous allez pouvoir recevoir de mes taxes pour financer le développement de votre entreprise. Donc, il y a quelques, bien sûr, conditions d'admissibilité dans le cadre de ce programme spécifique. C'est avoir un superviseur académique. Ça, c'est le cas pour tout programme de MITAX. Il faut être étudiant pendant toute la durée du stage. Donc, je l'ai fait apparaître sur cette diapositive, mais ça vaut pour absolument tous les programmes de MITAX. C'est-à-dire que si jamais vous démarrez un projet MITAX, mais que vous comptez graduer en cours de route, c'est vraiment important que vous conserviez le statut étudiant. Même si vous passez de maîtrise à doctorat, peu importe, mais vous conserviez ce statut pendant toute la durée du programme. Donc, dans le cas d'accélération entrepreneur, pour y avoir accès, il faut détenir des parts dans la start-up. Il faut qu'elle soit incorporée, c'est-à-dire qu'elle a un statut juridique auprès du Canada, et il faut qu'elle soit incubée. Donc, qu'elle rejoigne une organisation qu'on appelle un incubateur, qui va en fait permettre d'offrir une structure à la start-up pour son développement, offrir du mentorat, des cours et des possibilités de financement. Donc, voici ce qui termine un peu la présentation du programme Accélération et tous ces volets qui en découlent, parce que je le disais, c'est vraiment 70% de nos activités. Maintenant, je vais aller un petit peu plus vite sur la présentation des autres programmes, parce qu'à part quelques aspects, en fait, tout découle de la même fonctionnement qu'Accélération. Donc, je le disais, pour la recherche collaborative, on a aussi élévation. Donc, le fonctionnement est le même qu'Accélération, sauf que dans ce cas-là spécifique, ça s'adresse uniquement aux étudiants post-doctorants. Donc là, on va parler de projets minimalement d'une durée de 1 ou de 2 ans,
Et là, les unités au niveau financement sont doublées. Donc, on va parler d'un financement annuel de 60 000 $ qui correspond à 20 000 $ par unité pour les 3 unités annuelles. Dans ce cas, on a toujours 50% qui sont investis par le partenaire, 50% qui sont investis par Mitax. Ça permet en fait de rémunérer tout simplement de manière plus avantageuse les postdoctorants. Et en plus de ça, ça permet également aux postdoctorants d'avoir accès à un programme de formation Mitax. Donc, la formation professionnelle pour les préparer justement à l'entrée dans la vie justement active, que ce soit au niveau professoral ou au niveau professionnel, dans le monde académique. Ça peut être des formations en leadership, en gestion, en communication, etc. Donc, c'est quand même un super avantage parce que c'est une formation d'une valeur de 4 000 $ qui est là offerte gratuitement par Mitax aux étudiants. Donc, ça termine tout le volet recherche. Donc, par rapport au stage de stratégie d'entreprise, comme je le disais au début, la seule différence entre accélération et ce programme-ci, sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, c'est vraiment la nature même du projet. Donc, si vous avez un protocole, une expertise qui est déjà vraiment développée, que l'entreprise est intéressée par celle-ci, ça va vraiment rentrer dans le cadre de ce projet-ci. J'ai ici donné quelques exemples, juste d'un point de vue thématique. Donc, des fois, bon, bah là, je m'imagine que ça concernera un petit peu moins vos thématiques de recherche en ce qui concerne l'implication de nouvelles technologies de cybersécurité. Mais ça peut être des projets multidisciplinaires en IA si vous en avez. Ça peut être la mise en place d'une nouvelle propriété intellectuelle, une nouvelle stratégie de communication. Ce qui va vous intéresser peut-être plus ici, ça peut être, comme je disais, la mise en place d'un protocole, établir quelque chose qui est déjà existant au sein de l'organisme. Donc, au niveau du fonctionnement de SSE, donc stage de stratégie en entreprise, il n'y a aucune différence à celui d'accélération, si ce n'est la thématique du projet. Donc maintenant, pour finir, je vais passer un petit peu de temps sur les programmes Global. Donc ici, pour ces programmes-ci, on oublie le partenariat non académique. Pour les 2 programmes que je vais présenter, c'est uniquement du partenariat académique. Pour intervenir donc soit des étudiants étrangers, soit aussi des collaborations académiques internationales. Donc ça, je le précise, hein, ça ne fonctionne pas avec une collaboration avec quelqu'un en Colombie-Britannique. Il faut vraiment que ce soit en dehors du Canada. Donc on a 2 programmes. Le stage de recherche Global Inc., qui est lui un petit peu particulier, c'est vraiment le seul programme qu'on a à Mitax pour lequel il y a une deadline à respecter annuelle. Et elle est adressée uniquement aux étudiants de premier cycle qui font partie de nos partenaires internationaux pour qu'ils viennent, eux, faire un stage dans vos laboratoires. En général, ce stage-là, il est vraiment très apprécié des professeurs parce que c'est souvent utilisé justement comme une bonne méthode de recrutement pour la maîtrise justement à ce niveau-ci. Ensuite, on a la bourse de recherche Global Inc. que quelques-uns connaissent déjà ici. Donc là, la bourse de recherche Global Inc., contrairement au stage de recherche Global Inc., c'est vraiment ouvert aux étudiants de tout niveau, canadiens et étudiants étrangers, dans un sens comme dans l'autre. Canada vers l'étranger, étudiants étrangers ici au Canada. C'est ouvert à tous les niveaux, que ce soit au niveau cégep ou au niveau postdoctorat. Donc maintenant, le stage de recherche Global Inc. Je vais en parler un petit peu en détail parce que si jamais vous n'avez pas vu l'information, je pense que ça peut être intéressant pour vous de connaître un petit peu les moments de l'année où il faut commencer à préparer les projets. Donc, c'est des stages de 12 semaines, systématiquement, pour vous recevoir donc dans vos laboratoires des étudiants de premier cycle. Les étudiants de premier cycle, ils sont sélectionnés parmi les meilleurs étudiants de leur cohorte, parmi nos partenaires internationaux. Même si c'est que des étudiants de premier cycle, c'est vraiment tout secteur confondu, toute thématique confondue. Dans ce cadre-là, comme il n'y a pas de partenaire non académique, dans le cadre des programmes Global Inc., Mitax prend en charge l'entièreté de l'allocation. Donc le voyage, l'hébergement, etc. pour les étudiants. Vous, en tant que professeur, de toute façon, à aucun moment, vous avez quelque chose à débourser pour ces projets-ci. Donc, comme je disais, un appel à projet par an. Donc, au sein des laboratoires, là où vous allez devoir déposer vos projets en tant que professeur, c'est courant avril-mai de chaque année. Donc là, c'est déjà trop tard pour cette année, mais vous allez pouvoir donc déposer vos futurs projets avril-mai 2025 pour des stages en été 2026. Donc, je fais toujours un petit aparté ici pour vous encourager au maximum dans la mesure du possible, si vous voulez vraiment accueillir des étudiants en cycle, déposer plusieurs projets.
peut-être avec des objectifs différents, peut-être avec des petits aspects différents. Mais en fait, c'est parce que c'est les étudiants de cette cohorte qui vont choisir les projets sur lesquels ils vont vouloir postuler. Donc, si vous voulez maximiser vos chances d'avoir des étudiants, proposez plusieurs projets et n'oubliez pas que c'est des étudiants de premier cycle. Donc, il faut vraiment que la description soit didactique et compréhensible par les étudiants. Donc ensuite, les étudiants courant été vont justement appliquer sur les projets qui les intéressent. Et si jamais vous avez des étudiants qui ont appliqué sur vos projets, vous allez pouvoir faire les entrevues de ces étudiants courant justement de l'automne. Et ensuite, donc, le déroulement du stage va pouvoir se faire de l'été prochain. Donc, en ce qui concerne la bourse de recherche globalique, ici, on oublie le fait que c'est ouvert uniquement aux étudiants de premier cycle. Ça, c'est vraiment le programme qui permet la mobilité étudiante pour tous les étudiants. Donc, premier cycle jusqu'au stagiaire postdoc, encore une fois, toute discipline, tout secteur. Il n'y a pas de deadline, donc vous pouvez déposer ça à n'importe quel moment de l'année. C'est une bourse de 6 000 $. Donc, les 6 000 $, vous pouvez les répartir comme vous voulez, soit prendre entièrement en charge via ces 6 000 $, l'hébergement, le billet d'avion, etc. Ça peut être également la totalité donnée à l'allocation de l'étudiant. Il y a un 1 500 aussi qui est possible pour payer du financement de matériel, par exemple. Donc, voilà, vous avez quand même pas mal de liberté sur l'utilisation de ces 6 000 $. C'est pour des stages de 12 à 24 semaines. Donc, par étudiant, à vie, c'est 2 stages de bourse de recherche globaline qui peuvent être faits. Donc, si vous en avez déjà fait un pendant votre maîtrise, que vous voulez faire un autre pendant votre doctorat, vous pouvez en faire que 2. Je précise également, parce que c'est quand même une question qui revient souvent, s'il y a une seule limite qui est donnée à ce programme-là, c'est que les étudiants ne peuvent pas, donc les étudiants étrangers ici, ne peuvent pas aller faire un stage dans leur pays de citoyenneté, excepté dans le cadre d'une codirection internationale. Donc, si vous êtes, je prends exemple au hasard, vous l'avez attendu à mon accent, si vous êtes un étudiant français, vous ne pouvez pas aller faire un stage en France. Par contre, vous pouvez utiliser ça pour aller faire un stage justement au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Donc voilà ce qui termine ma présentation. Donc bien évidemment, je veux remercier vous pour votre attention à nos bailleurs de fonds. Donc je l'ai expliqué au début, Mitax, c'est pas une compagnie privée, enfin c'est pas une compagnie à but lucratif, c'est vraiment un organisme à but non lucratif. Et donc si on peut financer justement ces projets-là, c'est parce qu'on a beaucoup de subventions d'un point de vue fédéral et provincial qui nous permettent justement de faire ces projets-ci. Donc voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. Des questions dans la salle? Ah ben, Bonjour, merci pour la présentation, Mélanie Levasseur. Donc, j'aimerais ça avoir, des fois, je pense que la contrepartie du partenaire est moins de 50 %. Puis comment vous déterminez ça? Puis c'est des appels spéciaux ou… Oui, c'est vraiment dans le cadre, justement, par exemple, de l'offre de QSC là, que je l'ai présentée, c'est des appels spéciaux. Non, c'est vraiment toujours 50 % ou c'est parce qu'il y a plusieurs partenaires qui interviennent et donc ils se partagent les 50 %. Mais il n'y a pas d'autre possibilité que les offres spécifiques pour diminuer la part du partenaire. Puis, en lien avec la formation qui est offerte aux stagiaires postdoctorales, ici à l'Université de Sherbrooke, on a quand même une formation, le CA+, qui existe et qui donne beaucoup de formations. En quoi c'est complémentaire ou y a-tu, est-ce que tu as eu des comebacks comme de quoi s'il y avait de la redondance ou… N'ayant jamais fait les cours du CR+, malheureusement, je ne peux pas me prononcer en… Mais tu n'as pas entendu de personne te dire ça dans les stagiaires? Du côté de l'Université de Sherbrooke, non. Franchement, c'est une formation qui a été vraiment très appréciée. En plus, elle se fait en ligne. Donc, des fois, en fonction de où les stagiaires postdoctoraux ont la formation, ben, le CR+, je trouve que c'est vraiment un programme formidable, mais je pense que c'est pas mal complémentaire, justement sur le fait que les cours se donnent en ligne. Donc, si jamais il y en a du CR+, qui ne peuvent pas se faire en présentiel, ça peut être pas mal d'aller chercher l'équivalent chez Mitax. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a plus une complémentarité de ce côté-là, mais je n'ai pas entendu d'étudiants qui m'ont dit qu'il y a un côté positif ou négatif de l'un ou de l'autre pour avoir fait les deux. Merci. Merci pour la présentation. J'ai une question sur l'organisme partenaire. Doit-il être obligatoirement privé?
Est-ce que, mettons, le ministère pourrait être un organisme baccalauréat? Non, malheureusement. En fait, c'est très simple. L'explication, j'en ai parlé un petit peu à la fin, c'est que nous, le financement, la part de financement qui provient de nos taxes, c'est du financement fédéral et provincial, donc déjà du financement gouvernemental. On ne peut pas excéder plus de 80% en fait de la part gouvernementale qu'il peut y avoir par projet. Donc, les ministères, d'un point de vue subventionnaire, ou les autres organismes gouvernementaux, par exemple l'ONU, l'international, ce genre de choses, ils ne peuvent pas être subventionnaires. Par contre, ils peuvent intégrer un projet en mettant zéro. Si par exemple, je sais qu'il y a quand même quelques centres gouvernementaux qui pourraient avoir, je ne sais pas, de l'équipement qui pourrait vous intéresser, peuvent faire partie du projet, ils peuvent donner accès aux locaux, par exemple, ce serait comme de l'investissement en nature, mais par contre, ils ne pourront pas donner de l'argent pour compléter le projet. C'est la seule limite. Moi, je peux en poser. C'est sans fin, ça, ces affaires-là, dans mon cas. Quand tu présentais le Global Link, là, celui qu'il faut déposer comme un an d'avance, ou en tout cas autour d'avril, juin, en tout cas, je pense que c'est vraiment super avantageux. Puis le fait aussi qu'il y a un aspect de sélection des meilleurs candidats qui est fait par vous avant que ça nous revienne. Là. Je ne sais pas, en tout cas, une de mes collègues me parlait de ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant, peu connu de la part des chercheurs. Oui, mais on essaye vraiment d'y aller fort. Ah mon Dieu, pour ça, j'ai regardé Guillaume, j'ai dit, toi, tu as déjà appliqué à ça, OK, qu'est-ce que tu attends? J'ai survu Mais l'idée aussi que je trouvais bonne, que ma collègue me parlait, c'est après d'appliquer sur l'autre qui permet la mobilité pour que cet étudiant-là revienne faire sa maîtrise et comme poursuivre dans le labo, là, si ça a été comme une expérience positive. Fait que là, on a un 6 000 qui peut être utilisé. Là. Fait qu'en tout cas, bref, c'est une stratégie que je voulais, que je trouve super intéressante. Puis là, ben là, à ce moment-là, ils ont comme une seule des deux unités de prix parce que c'est pas le même concours, les deux, ou ça fait les deux unités? Ah, ils peuvent faire les deux. En fait, au niveau des programmes MITAX, on ne peut pas faire 3 stages en même temps. C'est ça, c'est Mais en fait, il y a quelqu'un qui peut, par exemple, imaginons qu'il y a un doctorat qui soit financé au complet par accélération, il peut dire, il m'écrit, Audrey, je veux faire une pause, je vais aller faire un Globalink pour faire un échange, on met en pause les unités, on passe sur le Globalink, il n'y a absolument aucun problème. Donc, dans le cadre de SRG, donc de stage de recherche Globalink, pour les premiers cycles qui viennent ici, donc ensuite, souvent, ils ont le temps en plus pendant leur stage de préparer leur période d'inscription à l'université, faire leur démarche de visa, etc. Si jamais c'est financé par une autre bourse, ici par exemple accélération, tant mieux. Mais si c'est financé par d'autres systèmes et qu'il n'y a pas d'accélération dessus et qu'il y a besoin justement de bourses de recherche Globalink pour retourner à l'étranger pour des codirections, tout est envisageable. Donc d'ailleurs, la bourse de recherche Globalink de 6 000 $ dont j'ai parlé à la toute fin, elle est vraiment utilisée pour les déplacements pour les étudiants en codirection. Ça, c'est souvent, on a un exemple dans la salle, mais oui. C'est vraiment utilisé à l'Université de Sherbrooke pour ça. Donc c'est limité à 2, certes, par étudiant, mais au niveau, il y a quand même des stages de 24 semaines qui peuvent se faire. Donc des fois en co-direction, ça peut quand même laisser donc, le tu temps. parles de co-tutelle ou de co-direction à l'international. C'est ça. Là, c'est vraiment des exemples, mais il n'y a absolument rien qui empêche un étudiant de faire du accélération pendant son baccalauréat, d'aller faire une bourse de recherche Globalink pendant sa maîtrise et de finir par une élévation pendant son postdoctorat. On est vraiment flexible chez Mitax. Puis longtemps, j'ai pensé que, tu sais, puisque moi, je suis plus dans le social, puis dans le communautaire, je me disais, ouais, mais ces organismes-là, tu sais, c'est pas comme les entreprises, ils ont plus d'argent. Mais ils cognent à notre porte quand même au centre de recherche pour avoir de l'expertise pour certains projets. Fait que moi, c'est comme ça. J'ai dit, non, on fera pas ça, on va faire une bourse Mitax pour une de mes postdocs. Puis, tu sais, ça. Mais avant, tu sais, je me disais, ah non, moi, je développe pas de la technologie ou des produits avec les entreprises, mais en tout cas, sachez que des fois, ils en ont des petits sous, les organismes, pour des petits projets. Fait que
des fois, plutôt que d'engager quelqu'un puis d'avoir pas l'expertise proche, il y a mieux avoir quelqu'un en partenariat avec l'université puis l'expertise universitaire, en tout cas, avec d'expérience. Ben, c'est très, très vrai. Merci. On va te donner combien, là? On a pas un lunch avancé, j'avais un autre gratuit à souper. Non, mais c'est très vrai et j'ai quand même souvent des étudiants qui viennent me voir comme ça. Je suis déjà en collaboration avec tel organisme, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas plus de 2 ou 3 000 $ à donner. Mais on est là vraiment dès le début en fait. Juste faire une réunion pour discuter un petit peu de toutes les possibilités. Souvent, des fois, ça vaut le coup de se dire, OK, bah déjà, tu as 2 ou 3 000 $ qui sont sécurisés par un organisme, c'est formidable. Est-ce que eux, ils sont pas aussi déjà en partenariat avec d'autres organismes qui pourraient apporter un autre petit 1 000 $ et puis mettre vraiment comme ça plusieurs organismes. En plus, souvent, bah, c'est souvent avantageux, ça amène plusieurs expertises. On a un projet qui est extrêmement complet, donc ça vaut le coup de passer du temps à faire des discussions sur les différentes possibilités. C'est la partie qui est parfois la plus longue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rédigé le projet, qu'on fait des allers-retours au niveau des corrections, là on parle de quelques semaines avant qu'il soit déposé, mais quand on pense à réaliser un projet, qu'on veut engager un étudiant pour un projet, il ne faut vraiment pas minimiser les mois que peuvent prendre les discussions avec les partenaires. Ce n'est pas vrai pour tous les partenaires, hein. Il y a des partenaires qui des fois viennent dire « Oh, j'ai trop d'argent ». Ça arrive. Dans le drame Voilà. C'est pas dans ce sens-là, mais disons qu'ils savent exactement en disant bah, finalement on peut même faire une unité de plus. C'est pas le cas pour tous les projets, mais dans le cadre justement des projets plus social, innovation sociale, c'est vrai que c'est pas rare de voir plusieurs organismes qui interviennent. Dans cette thématique-là aussi, c'est très intéressant de faire intervenir les municipalités pour certains programmes sociaux qui peuvent apporter une partie de financement ou ce genre de choses. Et c'est vraiment une stratégie auquel il faut penser. C'est très utilisé dans cette thématique de recherche-là quand même. Les hôpitaux aussi. Donc, je fais un petit aparté là-dessus. L'hôpital en lui-même, ils ont des axes de recherche vraiment bien spécifiques à respecter. Ils ont aussi une fondation. Dans notre cas, il y a des programmes spécifiques qui font que les fondations sont éligibles, mais on veut vraiment qu'elles interviennent au sens propre dans le projet. C'est très important que ce soit pas, comme je vous disais, juste un organisme subventionnaire. Ce cadre-là, pour la fondation de l'hôpital, elle a un intérêt spécifique pour tous les projets de l'hôpital, puisque c'est la fondation même de l'hôpital. Donc, on va un peu moins appliquer ce critère-là dans ce cas-là. Donc, il y a aussi des fonds qui peuvent être allés chercher pour la fondation de l'hôpital. Pour le SUS Estrichus, mais ça peut être des collaborations aussi avec SUS, Capitale Nationale, etc., en fonction des collaborations que vous pouvez avoir. Donc, ça peut être des projets aussi à réfléchir dans ce sens. Mais pas la fondation de l'UDS, par exemple. Non. Voilà. Tout ce qui est universitaire, là, ça ne fonctionne pas. Si vous avez des projets, par exemple, avec des fondations externes, elles veulent elles veulent lancer une étude, une analyse statistique pour refaire justement leur campagne de prévention. Ça, c'est éligible. Par contre, une fondation qui va juste dire « Ok, je te donne de l'argent parce que j'ai des campagnes de financement annuelles », là, c'est pas éligible. Donc, c'est juste la petite différence. Mais ça ne marche pas dans le cadre de la Fondation Hôpital parce qu'on considère que la Fondation Hôpital a l'intérêt même de la thématique de recherche de l'hôpital. En tout cas, je pense que le taux de succès de MITAC parle par lui-même, là, si vous voulez mon opinion, puis la flexibilité de pouvoir appliquer en tout temps, ça aussi, c'est vraiment un avantage qu'il faut maintenir, s'il vous plaît, parce que surtout quand tu nommes que ça prend plusieurs semaines, mois de démarchage avec les partenaires, ben, le fait qu'on peut appliquer à tout temps, c'est très important dans ce contexte-là. Exactement. Je dirais que les seules choses sur lesquelles il faut faire un petit peu attention, donc dans le cadre des alliances CRSNG, c'est pareil, il n'y a pas de deadline, c'est vraiment en tout temps, même si c'est vraiment un programme CRSNG. Par contre, dans le cadre des offres conjointes CRSH, là, il y a des deadlines à respecter. Ils sont sur leur site web. Donc, en fonction des programmes, il y en a soit une par an, sur la taille des projets. Puis le QRSC, c'est un programme en particulier, c'est des actions concertées, c'est tout proche. C'est vraiment un accord de collaboration qui est entre MITAX et le FRQSC. Donc là, dans ce cas-là, en fait, on a un nombre d'unités qui correspondent à cette offre qu'on peut délivrer annuellement.
Donc, je ne vous cache pas que comme c'est au niveau de l'année fiscale, souvent à la moitié de l'année, on n'a plus les unités. Donc, il faut quand même réfléchir un petit peu d'avance dans le cadre de ce contexte-là. Là, il y en a encore. Faut se dépêcher, mais il y en a encore. Donc, c'est pas dans une demande de subvention qu'on. C'est la C'est demande, une- c'est la demande d'accélération classique. Ok, C'est-à-dire ok. vraiment, moi, je vais juste cocher la case offre et Ok. faire QSC et ça va automatiquement diminuer la part du partenaire. Par contre, ça marche vraiment que pour une unité par étudiant, par projet. OK. Il faut que le projet ait une nature SC. C'est ça. Si c'est vraiment trop technologique, là, ça va peut-être, quoique ça dépend. On voit quand même beaucoup de projets, par exemple, en IA, qui sont aussi maintenant à caractère société et culture, mais il faut quand même qu'il y ait la part sociale qui intervienne dedans. Merci.